Bon, nous voici donc au quatrième chapitre, donc les atteintes du nerf radial. Donc, encore une fois, on va faire un rappel anatomique du nerf radial. Ensuite, on va parler de l'atteinte au niveau du bras, ainsi que du syndrome du nerf interosseux postérieur. Donc, un petit rappel anatomique, le nerf radial est composé des racines C5, C6, C7, C8 et T1. Les racines vont donc former les troncs supérieurs, moyens et inférieurs. Et les trois troncs vont donc donner des racines aux cordes postérieures. Le corde postérieur devient donc le nerf radial. Comme innervation musculaire, le nerf radial innerve le triceps, le brachioradialis, l'anconeus, le supinateur, l'extenseur carpi radialis, les deux brevis et longus, l'extenseur carpi ulnaris, extenseur digitorum communis, l'extenseur indicis ou indicis proprius, l'extenseur digiti minimi, l'extenseur pollicis brevis, extenseur pollicis longus et l'adducteur pollicis longus. Ici, vous pouvez voir le dermatome, encore même schéma qu'avant. Donc, en mauve, ici, on voit le nerf radial. Donc, l'aspect palmaire, vous voyez que c'est le pouce latéral qui est innervé par le nerf radial. Et l'aspect dorsal, vous voyez, c'est tout le côté latéral à partir de la moitié proximale du deuxième, troisième et quatrième doigt qui sont innervés par qui ont sensation du nerf radial. Donc, l'atteinte au niveau du bras. Le nerf radial est facilement endommagé à plusieurs niveaux du bras, mais généralement on parle d'une compression au niveau de la gouttière radiale. En anglais, ça s'appelle spiral groove. Je vais essayer de vous donner un peu des termes en anglais aussi, parce qu'une fois arrivé en clinique, il y a quelques termes qui sont un peu différents en anglais qui sont en français. Justement, donc la gouttière radiale qui se traduit à spiral groove. Donc, un peu d'anatomie ici. Donc, on peut voir, on va commencer directement dans le plexus brachial ici. Donc, vous voyez un peu le corde postérieur ici qui devient le nerf radial. Et tout de suite en partant, le nerf radial innerve le triceps. Donc, les trois corps du triceps, le corps latéral, le long corps et le corps médial. Et ensuite, il passe dans le creux axillaire à partir de l'aspect intérieur du bras. Ensuite, fait le tour en frôlant l'humérus jusqu'à temps qu'il soit à l'aspect extérieur du bras. Et il frôle, ou il fait le tour du bras en frôlant l'humérus dans la gouttière radiale ou le spiral groove. Donc c'est ici que généralement le nerf se fait comprimer. Il est très 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 proche. Quand je dis qu'il frôle l'humérus, il touche l'humérus. Donc il est directement sur l'os. Et vous voyez une fois qu'il passe une fois qu'il est rendu à l'aspect extérieur du bras, il vient innerver le restant des muscles et donne sensation à la main à la fin. Donc, à l'examen clinique, on parle d'une paresthésie du territoire radial. Vous voyez, si le nerf est comprimé ici, si le nerf est comprimé ici, tout ce qui vient après sera affecté. Donc, la branche superficielle du nerf radial qui est en charge de donner sensation à la main ou au dermatome qu'on vient de voir. On parle d'une faiblesse des muscles innervés par le radial, sauf pour le triceps. Le triceps est innervé par le radial de manière très proximale, donc il est généralement pas affecté. Mais oui, on voit ici le brachioradialis, tous les extenseurs de la main, des doigts et du poignet, ainsi que le supinateur sont affectés. Et l'abolition du réflexe styloradial. Donc, le réflexe styloradial, on va voir ça dans un autre cours
quand on va parler de l'examen neurologique, on va parler de réflexe aussi. Et vous allez voir que le réflexe thyroïdial, je peux un peu vous en parler, il se fait au niveau de l'avant-bras. Donc, si si les muscles de l'avant-bras sont affectés, le réflexe sera affecté aussi. Les causes, on parle de souvent fracture d'humérus, encore à cause que le nerf est tellement proche de l'humérus. Aussitôt qu'il y a une fracture, le nerf devient irrité et endommagé. Donc, ça c'est la cause la plus commune. On parle de compression prolongée. Naturellement, dans vos notes de cours, vous pouvez voir, on parle de Saturday Night Palsy. Ça c'est lorsque les patients s'endorment sur leurs bras, donc ils compriment le nerf de manière prolongée. Une tumeur met une compression sur le nerf, et les maladies inflammatoires aussi. Les traitements, on parle de décompression chirurgicale si le nerf est comprimé. Sinon, dans les cas de fracture d'humérus ou même de compression prolongée, c'est juste une question d'attendre. Le syndrome du nerf interosseux postérieur, c'est une atteinte de la branche interosseux postérieur du nerf radial, le PIN. Lorsqu'on parle du syndrome du nerf interosseux postérieur en clinique, on le réfère comme étant un PIN palsy, donc une paralysie du nerf interosseux postérieur. Donc, le nerf interosseux postérieur est une branche du nerf radial qui innerve la majorité des muscles extenseurs. La branche est purement motrice aussi, et il est généralement comprimé au niveau de l'arcade de Frosch. L'arcade de Frosch se trouve à être une bande fibreuse qui part de l'épicondyle médial et qui fait qui passe à l'avant-bras proximal ici. Donc, vous voyez, ça c'est le même schéma qu'on avait avant, seulement on a enlevé le reste du nerf radial proximal. Donc, vous voyez, le nerf radial arrive ici, donne sensation ou innerve l'extenseur carpi radialis longus, ensuite se sépare en deux. Donc, on voit le posterior interosseous nerve ou le nerf interosseux postérieur, qui est la branche profonde et purement motrice du nerf radial. Ensuite, on a le nerf radial superficiel qui est purement sensitif. Donc vous voyez ici que le nerf innerve la majorité des extenseurs ainsi que le supinateur. À l'examen clinique, le nerf, vu que le nerf est purement moteur, on ne voit pas de déficit sensitif, et les nerfs innervés par les muscles innervés par le nerf interosseux postérieur sont affectés. Donc, en clinique, généralement, c'est une des questions, lorsqu'on voit une paralysie du nerf radial, où est la lésion, la compression, où est le problème? Pour différencier une compression au niveau du bras à la gouttière radiale ou au spiral groove versus le nerf interosseux postérieur, la plus grande indication est l'affectation ou l'affection sensitive. Donc, encore au niveau de la gouttière radiale, il y a un déficit sensitif parce que la compression se fait de manière proximale. Donc, les fibres sensitives ici, ils sont affectés avant de descendre. Tandis que lorsque le nerf postérieur interosseux est affecté, c'est seulement il est seulement moteur, donc la branche sensitive n'est pas affectée. Et à l'examen clinique, quand on dit que
les muscles innervés par le nerf radial sont affectés. Encore, la majorité des muscles du nerf radial sont des extenseurs, donc tout ce qui fait extension de la main, tout ce qui amène la main par en haut. Donc, un bon indicateur d'une paralysie radiale serait une main tombante. Donc, une main qui reste en position de flexion. Une main qui a pas de force, ou le poignet qui a pas de force pour monter en haut, qui a aucune résistance en extension. Ça, c'est généralement le signe clinique le plus commun pour une paralysie radiale. Un dernier syndrome qu'on n'a pas encore vu, ou qui est pas sur la présentation ici, c'est une compression du nerf superficiel radial. Donc, vous voyez ici, le nerf superficiel radial descend l'avant-bras et vient innerver ou donner sensation dans l'aspect au dermatome radial au niveau de la main. Le nerf superficiel radial est généralement comprimé au niveau du poignet, soit par des patients qui portent des montres trop serrées pendant une période prolongée, ou la raison la plus commune pourquoi quelqu'un aurait une paralysie du nerf radial superficiel est quelqu'un qui est en monote. Vous allez voir, si vous en voyez, généralement c'est des prisonniers ou quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui se fait mettre en menottes pendant une période prolongée. Les menottes sont généralement très serrées, donc ça vient comprimer le nerf superficiel radial, qui donne des symptômes purement sensitifs au niveau de la main. Et donc, nous arrivons à la fin du chapitre 4.